Bonjour Maître Dizio, je suis vraiment enchanté et honoré de vous recevoir. Vous êtes l'avocat de l'Association des victimes du Covid et vous lancez, de ce que j'ai compris, une action en réparation du préjudice pour le confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu? La question du confinement, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que, pour moi, il y a deux temps. Il y a le mois de mars, le confinement du mois de mars, ce confinement qu'on a pris dans une forme d'extrême urgence. Et il y a le confinement du mois de novembre, euh, qui, lui, s'est inscrit dans une durée plus longue, avec un confinement moins dur, mais qui reste un confinement. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce confinement a une base légale? Alors j'entends ça et là dire par des confrères, non, 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 il n'a pas de base légale, vous comprenez, c'est comme le couvre-feu, c'est une assignation à résidence, le confinement c'est un emprisonnement. Moi je pense qu'il faut raison garder, c'est toujours pareil, il faut être calme et tranquille dans ce genre de procédure. Et oui, le confinement est une mesure. Oui, l'autorité administrative, elle a le droit de prendre une mesure de coercition pour protéger les gens d'un risque, et d'un risque épidémique en particulier. Ce n'est pas le problème. Toute la question, c'est est-ce que cette mesure, elle est justifiée? C'est-à-dire que, compte tenu de sa coercition et de son atteinte à la liberté, le confinement, il y a une part de vérité dans ce qui est dit, où j'enferme les gens. Est-ce que cette atteinte à la liberté, l'autorité publique a le droit eh bien, de le faire? Oui. Il n'y a pas de liberté absolue. Ça n'existe pas, la liberté absolue. Et entre la protection de l'ordre public et la liberté, il y a toujours un équilibre. Il ne faut pas réclamer des libertés. J'aime pas cette notion de « on a attenté à mes libertés ». J'aime pas beaucoup cette notion. Ça ne me dérange pas qu'on attente à ma liberté. Si c'est pour une cause qui est juste, qui est proportionnée, qui est nécessaire. Si le confinement est nécessaire pour endiguer une épidémie, alors il faut en passer par là, j'ai envie de dire. Tout le problème, c'est est-ce que le confinement est nécessaire? Et c'est ici où on a un débat. Alors j'entends, je ne suis pas médecin, c'est vrai, mais le confinement non plus n'est pas une mesure médicale. Le confinement, ce n'est pas une mesure médicale, contrairement à ce que certains médecins à la télé pensent. Ce n'est pas une mesure médicale au sens où le confinement, il est une mesure politique, une mesure juridique. Je prends des gens et je les enferme dans un but qui, lui, est médical, c'est-à-dire de santé publique, endiguer une épidémie. Sauf que, est-ce que je peux endiguer mon épidémie par des mesures moins coercitives? Est-ce que, à supposer que ça endigue l'épidémie, et on va y revenir, il faut que je sois sûr que ça endigue l'épidémie, ou il faut que j'ai une probabilité, en tout cas largement suffisante, pour dire, ça endigue l'épidémie, et je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas d'autre outil à ma disposition. Et pour avoir le bénéfice que j'en attends, seule cette mesure est valable. Sauf que, on va s'apercevoir, les études vont montrer, quelques études, j'ai 3 grandes études et 2 en préprint, qui montrent que c'est loin d'être évident, quoi. Que c'est loin d'être évident, que c'est même probablement le contraire qui se passe. Que si on prend la balance bénéfice-risque, on a une chose dont on est absolument sûr, c'est le risque du confinement. Ça, on le sait. On le sait sur les retards diagnostiques, on le sait sur l'impact psychologique, on le sait sur l'impact social, ça c'est un risque. Et donc, compte tenu de la gravité du risque, est-ce qu'on a un bénéfice en face? Eh bien, les études vous disent non. Non. Et c'est curieux parce que c'est le même argument qui a été utilisé pour la chloroquine, par exemple. On vous a dit, non, attendez, la chloroquine, on ne peut pas la généraliser, vous comprenez? Parce que la balance bénéfice-risque, elle est en défaveur du bénéfice. Il n'y a pas de certitude sur le fait que ça fonctionne. Oui, mais regardez, moi j'ai quand même des études qui montrent que ça fonctionne. Ah non, non, non. Vous avez des études qui montrent que ça fonctionne, mais moi j'en ai d'autres qui vous disent que ça ne fonctionne pas. Et les miennes prévalent, en fait, parce que je suis obligé, s'il y a un doute, de privilégier
l'absence de risque, et je ne mets pas un médicament sur le marché parce qu'il n'est pas, je me souviens de cette phrase d'Olivier Véran, je n'utilise pas quelque chose parce que ce n'est pas dangereux, je l'utilise parce que ça sert à quelque chose. Et bien le problème, c'est que dans le confinement, les études montrent que ça ne sert pas à grand-chose et que c'est dangereux. Donc il y a l'idée que peut-être l'exécutif prend une décision dans l'urgence ou peut-être la précipitation même, on pourrait dire, mais en tout cas prend une décision parce qu'elle lui semble nécessaire et que le temps de la justice est ensuite le temps justement de l'évaluation, de faire le point sur est-ce qu'elle était utile, est-ce qu'elle était proportionnée, est-ce qu'elle avait la bonne balance bénéfice-risque eu égard aux données qu'on a pu obtenir entre-temps. C'est finalement reposer dans le domaine du droit une décision exécutive. Absolument. Pour permettre de ne pas refaire l'erreur, probablement. Alors, il y a pour permettre de ne pas refaire l'erreur, mais il y a aussi parce que la décision publique, même si je n'ai pas de doute réel sur la bonne foi qui les a animés, je ne crois pas que, comme on dit parfois, on ait voulu asservir la population et qu'on ait pris une espèce de malin plaisir, de jouissance ultime à venir enfermer les gens. Et non, je ne crois pas. Je crois qu'on s'est trompé. Je crois qu'on s'est trompé, qu'on a pris une mesure que l'on pensait de bonne foi peut-être, juste et bonne, mais elle n'est pas juste et bonne. Quand effectivement, je vous donne un exemple qui est un peu, tout petit peu emprunté, vous avez vu qu'il y a un problème, enfin vous le savez mieux que moi, mais il y a un problème il y a un décret qui est paru en mars sur la mise en bière et sur l'absence de toilettes mortuaires, en fait, des défunts, des suspectés Covid ou des Covid positifs. Le Conseil d'État vous a dit, ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ce décret, il est annulé. Donc, nul doute que l'État pensait bien faire, mais nul doute que l'État a commis une faute. Toute illégalité constituant une faute. Et donc l'État doit assumer les conséquences de ses fautes, quoi, finalement. Et donc, aujourd'hui, moi, je demande réparation au nom de familles. Je demande réparation aux hôpitaux. C'est dur pour les hôpitaux, parce que finalement, eux, ils ont fait qu'appliquer la loi. Ouais, mais j'ai un décret qui a été annulé, donc il n'existe plus. Donc, votre position est illégale. Et l'État, qui finalement, lui aussi, a pris un décret illégal. Donc, vous voyez, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de la question de savoir s'ils l'ont mal fait volontairement ou pas. Ils ont commis une illégalité qui est constitutive d'une faute. Et la réparation, c'est la reconnaissance d'un préjudice. C'est ma reconnaissance de victime. Et pour se reconstruire, on sait combien cette notion est importante. Et bien, c'est pareil. C'est un confinement. Alors, l'idée ne vient pas forcément de moi. L'association des victimes du coronavirus, elle voit les gens, si vous voulez, ce qui se passe, et tout ça part de l'observation. On parle beaucoup d'observationnel dans cette crise, mais c'est un peu ça. Elle n'a pas fait d'études double aveugle, mais elle n'en a pas eu besoin, quelque part. Et il y a des gens dont elle a vu concrètement, Sandrine a vu concrètement les impacts que ça a sur les gens. Elle le dit, elle dit, moi j'ai des gens qui m'appellent tous les jours et qui pleurent, qui pendant le premier confinement, on a été quasiment obligés à certains moments de tenir des gens au téléphone et de les appeler 3 fois par jour pour pas qu'ils se jettent par la fenêtre. Et pendant le deuxième confinement, quand on a annoncé le deuxième confinement, on a vraiment cru qu'une partie de la population qu'on suit allait passer à l'acte. Et ce constat… Ouais, c'est une réalité, vous avez raison finalement. Enfin, moi je le vis, j'ai un collègue qui s'est suicidé, clairement, et en lien avec le Covid. Ça arrive tout autour de nous, en fait, cette espèce de désespérance. On a appelé les effets collatéraux de la politique sanitaire. C'est ça. Il y a une sorte de confusion souvent qui est faite, qu'on placerait ces effets collatéraux sur la faute du virus ou de l'épidémie, alors qu'en fait, ils sont le fait de la politique sanitaire proprement dite. Quand j'ai dit ça chez Cyril Hanouna, je me suis fait insulter 10 fois, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on n'en est là pas à cause du virus, mais à cause de la gestion du virus. C'est pas la même chose. Le virus, c'est un être vivant, dit Raoult, mais c'est pas un être vivant à la manière dont le droit l'entend. Le droit, il entend des êtres vivants qui prennent des décisions. Le virus, il ne prend pas de décision. Et si vous voulez, il y a un impact extrêmement intéressant, c'est Jean-Paul Hamon qui dit ça, l'ancien président de la FMF, qui sur un plateau cette semaine, et on n'est pas forcément d'accord sur beaucoup de choses avec Jean-Paul Hamon. Il a sa vision de cette crise, moi j'ai la mienne, et il n'y a pas de vérité là-dedans. Mais on se rejoint sur un point, c'est qu'il a dit quelque chose de fort. Les patients, vous savez, ils ne parlent pas tellement du Covid. Mais par contre, ils me parlent de toutes les conséquences du Covid. Moi, les patients, finalement, aujourd'hui, ils me parlent de tous les dégâts que ça a causé. On a une souffrance et ça va exploser. Vous avez effectivement, moi j'ai un médecin chez moi, la SOS médecin, qui dit qu'il n'y a plus de place en psychiatrie, qu'il n'arrive plus à mettre les gens. En fait. Il y a un problème d'adressage des gens. Et donc, si vous voulez, à un moment, moi ce qui m'inquiète, c'est que c'est important que le Conseil d'État nous dise, à distance de la crise,
à distance de la crise, surtout à distance de la crise, très important, qui nous disent, attendez, est-ce que ça a été bien fait là? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Regardons les études, et regardons ce qu'on savait en mars, regardons ce qu'on savait en novembre, regardons quel a été l'effet selon les études du confinement, et voyons si cet effet ne pouvait pas être obtenu par des mesures moins coercitives. Et ma question a un sens. Si vous regardez ce qui se passe actuellement, on n'est pas confiné. Or, vous avez un nombre de médecins qui a fait pression sur l'exécutif pour qu'il confine. Et on nous avait annoncé que si on ne confinait pas, nous allions avoir une explosion de l'épidémie. Et apparemment, les courbes tendent à indiquer que ce qui devait arriver arrive naturellement, quelque part. La courbe suit une décrue finalement épidémique. Alors, ça veut dire, je ne sais pas si c'est parce que c'est le couvre-feu ou pas, ça, j'en sais rien, mais ça veut dire en tout cas que, à tout le moins, le couvre-feu suffisait. Oui. Si tant est qu'il ait eu un impact. Des mesures et des mesures possibles, mais je reviens sur cette idée que finalement, la procédure juridique que vous entreprenez, quelque part, correspond à faire exister dans le droit, mais dans la réalité, en fait, la notion de victime collatérale, qui pour le moment est niée par la vérité officielle, Absolument, qui est tenue par les médias, absolument. et même niée par la science, puisqu'on a du mal à avoir des datas strictes sur le nombre d'enfants, leurs problèmes neurocomportementaux et de développement liés au confinement, en l'occurrence, mais liés peut-être à d'autres éléments de la politique sanitaire. Donc c'est extrêmement Vous savez, important d'aller mettre ça dans le droit pour que ça existe simplement. c'est important parce qu'on part d'un postulat qui, à mon avis, est erroné. On part de deux postulats. On part du premier postulat qui est de dire de toute façon, c'est inéluctable, quoi. Pas d'omelette pour casser des œufs. Bah, c'est un peu l'idée. Il y a un virus qui nous tombe dessus. La priorité, elle est de protéger les gens du virus. Ouais, mais en fait, c'est pas une logique utilitariste bien menée. L'utilitarisme doit peser tous les bonheurs possibles. Bah, le problème, c'est que moins de malheur. Oui, mais le problème, c'est que finalement, quand on fait ça, on admet qu'une vie en vaut plus qu'une autre, quelque part. C'est-à-dire que les victimes du cancer, à cause des retards diagnostiques, on leur dit, mais d'où tu te plains, toi? Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu te rends compte de ce qui nous tombait dessus? Bah, ce qui nous tombe dessus, c'est un virus qui fait 70 000 morts. Et c'est beaucoup trop. Et c'est énorme. Il faut pas faire des chiffres pour des chiffres. Mais moi, mon cancer, j'existe aussi, quoi. Et tous ceux qui sont dans la situation aussi. Et la détresse psychiatrique. Parce que moi, je travaille avec des pédopsychiatres chez moi, qui ont pris en charge des enfants avec des vrais troubles du comportement, des troubles lourds, hein. Des autistes, des gens, des grosses pathologies psychiatriques, et qui disent, mais c'est comme si on avait perdu 3 ans, là. Tout le travail qu'on a fait, de jour en jour, de long en long. Moi, vous savez que je vous donne une anecdote, j'ai une de mes clientes qui est pédopsychiatre dans un grand hôpital parisien qui a été victime du Covid. Et qui, en fait, quand elle voit aujourd'hui, elle a été hospitalisée, etc., et quand elle n'est pas bien encore aujourd'hui, elle est retournée travailler, et quand elle voit les enfants qu'elle voit, elle dit, en fait, j'avais prévu de faire une procédure d'indemnisation pour moi, mais j'arrête, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça m'occupe l'esprit, et je ne peux plus, là. Il y a une urgence, il y a une urgence vitale. Nos enfants ne vont pas bien, et j'ai besoin de toute ma disponibilité intellectuelle, médicale, pour eux, en fait. D'abord, c'est vachement beau, c'est vachement fort. Elle se place en retrait pour ses enfants en disant, mais elle les qualifie de victimes de guerre. Elle dit, on a, dans la littérature, elle dit, les traumatismes qu'on voit là, moi, je ne les ai jamais vus, je les ai étudiés chez des confrères qui ont eu à prendre en charge des victimes de guerre. C'est fort ce qu'elle dit. Les victimes des combats. Vous savez, ces victimes civiles des combats, elle dit. Eh bien, on en est là. Et elle dit, la plus grande souffrance des parents de ces enfants, c'est qu'ils n'existent pas. Il n'existe pas. Un enfant autistique lourd qui ne met pas un masque va se faire immédiatement reprendre violemment, comme s'il mettait la terre entière en danger, sans réussir à comprendre l'agression que ça constitue pour lui, en fait. Oui, tout à fait. On a beaucoup de médecins psychiatres et pédopsychiatres et pédiatres en fait qui constatent ce que vous mettez en évidence ici.
Mais on reste sur le confinement parce que sinon, il y a une espèce de confusion entre le confinement, les masques, etc. Non, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle du fait que le confinement va avec. C'est-à-dire qu'à un moment, même alors pour le coup, je ne le fais pas, mais même pour les masques, on a le droit d'interroger les choses. Il faut interroger les choses. Ce n'est pas un mal de saisir la justice. Les gens qui veulent interroger le port du masque, ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas à rougir de le faire. C'est un droit, en fait, de le faire. Et pour le confinement, c'est la même chose. C'est la même logique. Il y a une agression, si vous voulez, dans ce confinement. Et si j'estime que j'ai été victime de cette agression, personne d'autre que le juge n'a à qualifier si j'ai le droit, si je suis ou non victime de cette agression. C'est le juge et lui seul qui doit déterminer les éléments, et il faut les lui apporter dans un contexte de sérénité, en fait. Et donc, venir lui dire, voilà, nous sommes 1000, nous sommes 2000, nous sommes 10 000, et le nombre compte en pareille matière, pour que le juge se rende compte aussi, c'est un effet psychologique, hein, se rendre compte que ça n'est pas Monsieur Louis Fouché qui se plaint ou Monsieur Fabrice Division, et que ma souffrance, elle est partagée, en fait, elle est commune, et qu'à un moment, on oppose des chiffres, puisqu'on est sur une guerre des chiffres, mettons les chiffres face à d'autres chiffres. Et c'est important, si vous voulez. Et donc, venir dire ce confinement, était-il justifié, monsieur le juge? Je vous demande avec nous sommes 10 000, nous sommes 20 000, nous sommes 30 000. Mon rêve, j'exagère, mais mon souhait, ce serait que tous ceux qui finalement ont tellement mal vécu ce confinement et qui en souffrent encore, qu'on puisse être 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 à peser, et que demain ça fasse la une. Non mais que demain ça fasse la une des médias. Vous disiez tout à l'heure que c'est essayer de faire résonner dans l'ensemble, finalement sur l'ensemble de la communauté qui nous écoute, qu'en fait il faut se saisir du droit, qu'il faut se saisir de cet outil juridique qui est là pour. Et c'est plus que ça. Je vous garantis effectivement que le jour où vous serez 30 000 personnes sur le confinement à faire un recours, vous aurez la une de la presse pendant 3 semaines, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. À un moment donné, il y a même des phénomènes, même la presse ne peut pas dire certains phénomènes. En fait. Et donc, c'est ce qui se passe, en fait. Et surtout, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est un dernier point. C'est de dire, le préjudice que je subis, si vous voulez, attention, il n'est pas symbolique. Je ne suis pas là pour demander 1 euro symbolique. Alors, je ne dis pas qu'on va s'enrichir sur ce, ce n'est pas le but. Mais c'est je veux faire comprendre au juge que ma liberté, ma souffrance, elle a un prix qui vaut plus que le symbole. Et que donc je vais aller demander des sommes au titre du préjudice moral que j'ai subi, et pourquoi pas préjudice parfois de retard diagnostique, voilà, je vais aller demander des sommes qui sont autour des 50, des 100, des 200 000 euros par personne. Et peu importe si je les ai ou pas, mais l'objectif, il est vraiment de montrer à un moment que le préjudice que je subis, il n'est pas symbolique. On n'est pas dans l'ordre des symboles, on est dans l'ordre d'une réalité. Et pour que le juge dise, mais est-ce que finalement, comment le gouvernement va se défendre? Il va dire quoi? J'avais pas le choix. Mais ça veut rien dire, j'avais pas le choix. Sa décision, elle est éclairée. Donc, il va bien devoir produire les éléments sur lesquels il s'appuyait. Parce que vous voyez bien que ce qui se passe actuellement, c'est une espèce de nébuleuse de communication. Vous avez effectivement, on a accès à la décision publique que par la communication publique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir du cadre visible de la communication pour entrer dans la sphère préparatoire de la décision. Sur quoi avez-vous appuyé votre décision du confinement? Donnez-nous les éléments, je vous donne les miens pour qu'on en débatte, pour qu'il y ait un débat. Et imaginez un instant, et ce n'est pas impossible, qu'on vous dise « Ah mais non, mais moi, je n'ai rien d'autre qu'un avis du conseil scientifique ». C'est possible, hein? Pour lequel il n'y a pas eu publicité et qui n'a pas été. C'est ça. Je veux dire, et très exactement, effectivement, sur lequel je ne sais pas sur quoi il s'appuie lui-même, en fait, finalement. Sur la décision de cette personne ou leur opinion, ce serait dommage. C'est ça. Est-ce que c'est une décision conforme aux données de la science ou est-ce que c'est une opinion? Et ça va interroger. Ce que je ne veux pas, je l'ai déjà dit, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse prendre l'habitude de raisonner par émotion, par pathos. Je veux dire, la décision publique, elle nécessite, et c'est vachement dur d'être un décideur public, hein, parce qu'elle nécessite une froideur d'âme, une froideur, en fait. Pierre Lecause, qui est un philosophe de Marseille qui gère l'espace éthique méditerranéen, a écrit un livre qui s'appelle « Le gouvernement des émotions », que je vous recommande sur ce sujet-là.
Peut-être que les décideurs, finalement, évoluent dans un pathos complet. Probablement. J'ai bien compris l'ensemble du raisonnement juridique. Pour un béotien comme moi, ça se passe dans quel type de droit? C'est du droit civil? C'est du droit pénal directement? Non, c'est du droit public. On n'est pas là pour mettre en cause pénalement qui que ce soit, là, dans cette procédure-là. On ne prête pas une intention malveillante. On est là pour utiliser la voie administrative, la notion de faute administrative. Donc, c'est plutôt référé liberté et ensuite recours en Conseil d'État? Non. On va faire une demande indemnitaire à l'État. On est obligé de dire, voilà, moi j'estime que vous avez commis une faute, la voici, et voilà mon préjudice. Est-ce que vous acceptez de m'indemniser? C'est peu probable. Et au bout de 2 mois, si l'État n'a pas répondu, vous avez la possibilité de saisir le Conseil d'État. D'accord. Voilà. C'est un recours indemnitaire. Alors, on est parti sur 1 an de procédure, mais c'est pas grave. C'est bien. Moi, je suis content que le juge juge à distance. J'aime bien l'idée. J'aime quand la justice prend son temps. Ouais. Et ok. Pour le grand public, c'est une invitation à s'inscrire à l'association ou bien comment est-ce que les gens peuvent… Alors, le plus simple, c'est de passer par l'association. Moi, le recours, il est porté par l'association. Je ne suis que mandataire. Hein. Le recours, il est porté par l'association et ensuite par chacun qui s'inscrit à l'association, qui centralise un peu. Donc, c'est peut-être la voie royale, quelque part. Moi, j'accepte volontiers de recevoir les dossiers. Je précise une chose, hein, pour qu'on soit d'accord et qu'on n'y ait pas d'ambiguïté dans la tête des gens, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je ne facture rien, en fait, dans cette procédure. C'est important parce que justement, si ça a le retentissement médiatique attendu, en fait, d'un collectif qui essaye de restructurer le droit et la règle commune, les choses vont être médiatisées et l'enjeu financier va d'emblée être mis sur la table. Est-ce qu'il s'agit que d'argent? Non, moi, si vous voulez, l'association a cette générosité d'âme que j'ai rien demandé. Elle a choisi effectivement pour sa part, je crois, d'ouvrir une espèce de cagnotte pour me verser, je ne sais pas combien, je ne sais pas quoi, je ne veux pas le savoir. Et si personne ne verse, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. L'objectif, si vous voulez, je ne veux pas introduire là-dedans un rapport d'argent. Parce que je ne veux pas, et je termine vraiment là-dessus, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'on vienne dire l'avocat démarche les gens. Vous voyez, l'avocat et Louis Fouché ont une entente financière. Comme les avocats américains à la sortie de l'hôpital, au fait. C'est ça, exactement. Donc un recours. Moi, je n'ai pas eu de rapport d'argent dans cette crise et je continuerai de ne pas en avoir. Il y a des moments où il y a… Et puis ça m'intéresse, hein, je me permets de vous rappeler que je suis citoyen de ce pays pour un moment. Je veux dire, et que donc si effectivement, par mon truchement, je peux réussir à faire avancer les choses, j'en profite directement aussi. Hein. Donc moi, ça me va très bien. Merci. Le nom global de ce recours indemnitaire, c'est ça, c'est recours indemnitaire pour réparation du préjudice pour le lié au confinement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On en entendra probablement parler. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller s'inscrire sur l'association des victimes du Covid, l'association des victimes. Et un dernier mot, pardon de le redire, ne rougissez pas de saisir le juge. Le juge, dans un état de droit, c'est la violence légitime. Ouais, je rebondis là-dessus, Maître Divisio, parce que je pense qu'il y a une tentation de violence face à la violence de l'État, face à la négation des libertés, et que ça peut être face au déferlement totalitaire, je l'appelle comme ça, même si c'est discutable, il peut y avoir un déferlement de violence. Et je pense qu'il y a une autre voie, qui est celle de tenir l'état de droit, en fait. Le droit est là pour ça. Et donc, vraiment, il faut s'y cramponner. Et ne vous laissez pas abuser par les échecs. C'est-à-dire que on a la grande tentation, et c'est vrai, hein, de dire le Conseil d'État fait rien. Je suis le premier à le dire. Moi, j'ai rédigé un guide, une 40aine de pages, là, pour les parlementaires sur ce qui va pas là, dans certains textes. Voyez-vous, le juge à chaud, il a une tentation et de dire, attends, là, entre l'ordre et la liberté, je privilégie l'ordre. Je n'ai pas toutes les données, mais je ne peux pas commencer à jouer trop avec le feu. Quoi. Alors, ça peut se discuter, hein, mais après, on peut en débattre en philosophie politique. Elle n'est pas stupide, cette position non plus. Mais à distance de la crise, c'est notre histoire. D'où l'intérêt de le faire à distance de la crise. Parce qu'à distance de la crise, ça vaut pour les crises d'après, du coup. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a peut-être cette tentation dans la rapide et
un peu lapidaire de vouloir essayer de liquider le juge avec qui on ne serait pas d'accord. Alors, je crois que c'est une C'est mauvaise ça, idée. Il faut recréer un rapport absolument, de force et les absolument. conditions d'un dialogue, en fait, Vous savez, hein, je capable vous donne un d'entendre. exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein. Pardonnez-moi, je termine là-dessus. Sur la publicité des médecins, sujet qui n'a rien à voir. La publicité des médecins, ça fait depuis 2013 que moi je dis que c'est illégal, que c'est pas conforme au traité communautaire, en fait. Donc à l'article 56 du traité fondateur de l'Union européenne. Je suis allé devant le Conseil d'État en 2014. Il m'a dit circuler, il n'y a rien à voir. Rien du tout. Je me suis fait jeter. Je ne me suis pas démonté. Je suis allé devant la Commission européenne, qui en 2016 m'a donné raison. J'ai ressaisi le Conseil d'État en 2017. Tout le monde m'a dit, mais enfin la jurisprudence est fixée. Et ben en 2020, il m'a donné raison. Donc parce que ça a évolué, parce que voilà. Donc il ne faut pas se décourager et il faut effectivement faire les choses avec calme et tempérance. Ouais, la règle commune s'établit avec lenteur et patience, C'est pas ça. dans la précipitation et la peur. Merci beaucoup, Maître Divisio. Est-ce que Oui. ce texte dont vous parlez pour les parlementaires est accessible au grand public? Je peux vous l'envoyer. Est-ce qu'on pourrait le mettre en lien sous la vidéo, par Oui, exemple, oui, bien sûr, je peux vous pour qu'on l'envoyer. C'est puisse un guide qui fait une se quarantaine de donner un pages. cadre conceptuel, justement? Oui, Absolument, bah, merci absolument. beaucoup pour ce temps passé Je vous en ensemble. Très prie. bonne journée à vous. Et si vous À avez bientôt. une phrase de conclusion comme un cadeau à nos auditeurs. Euh, un truc. N'ayez pas peur. Merci.